000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchée par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Je pense que l'applaudissement, ça les vaut. Alors Mimoun Ziani, une première question pour peut-être faire naître des vocations. Comment se déroule concrètement un collage d'affiches? Collage d'affiches, c'est simple. Il faut avoir des colleurs, préparer sa colle et ensuite cibler certains endroits pour aller coller. Et puis voilà. Et combien de temps ça dure? Et surtout combien de colleurs dans une équipe? Puisque je crois que vous avez fait cela sur la France entière. Au niveau du collage, vous pouvez coller pendant 1 heure jusqu'à des nuits blanches. On a des équipes qui font ça toute la nuit. Je les félicite. Ouais, dédicace. On peut l'applaudir bien sûr, Mimoun Ziani. Donc voilà, ça peut être, voilà, on n'a pas d'horaire. Il y en a qui travaillent le lendemain, donc qui font jusqu'à 4 h du matin. Il y en a d'autres qui collent 2 heures, 3 heures. Il y en a qui collent en scooter, tout seul. D'autres qui collent en vélo, d'autres à pied. Chacun a sa petite technique. Donc on remercie tous les colleurs qui, sans eux, Monsieur Asselineau n'aurait pas été connu. Voilà. Bon, j'imagine, Mimoun Ziani, vous avez certaines anecdotes croustillantes à nous raconter puisque vous avez écumé les villes de Paris, de province. Est-ce que vous en avez quelques-unes à nous glisser là pour nos spectateurs ici et nos membres et adhérents et sympathisants? Des anecdotes, oui, il y en a pas mal avec la police, avec d'autres colleurs d'affiches. Bon, il y en a une petite, bon, pour pas trop monopoliser la parole. On a eu une équipe qui collait sur Asnières, donc il fallait leur livrer des affiches. On arrive sur Asnières, on s'aperçoit que les affiches d'Asselineau n'y étaient pas. Donc on leur a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez collé? Du coup, ils se faisaient recoller par les colleurs de M. Mélenchon. Oula. Du coup, voilà. Ouais. C'était le moment d'intervenir. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a... Comment dirais-je? On a vu un camion passer 2 fois à côté, et puis on l'a soupçonné que c'était les colleurs de M. Mélenchon. Du coup, j'ai été avec mon coéquipier Patrice, Janon. On a été les suivre et du coup on s'est aperçu que c'était eux. Donc ils ont voulu nous semer. Puis on les a pris en flagrant délit en train de recoller M. Asselineau. Donc ils étaient 4. On leur a dit, bon les gars, vous savez, ça se fait pas vraiment. On voulait sur une partie des panneaux essayer de nous respecter. Donc bon, sur les 4, été très sport en tout cas. Voilà, sur les 4 colleurs, il y en avait 3 qui voulaient coopérer. Et puis vous en avez un qui nous a dit, on négocie pas avec l'opposition. Je lui dis, je lui dis tout simplement, on est juste des colleurs d'affiches. En fait, entre nous, on se respecte, c'est autre chose. Là, voilà, on colle. Et je leur dis, le plus frustrant, c'est quand vous avez collé et vous retrouvez le matin que votre affiche n'y est plus. Donc, ils n'ont pas voulu le respecter. Bon, je lui ai dit tout simplement, bon, vos affiches, on va les recoller dans la soirée. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est la réponse du berger à la bergère. Il y a un slogan alors peut-être, il y a un cri de guerre avant de faire cette campagne d'affichage. J'ai une autre question, moi je sais que les médias ils observent l'efficacité de l'équipe oui. de l'UPR, vous avez quand même été sollicité, valorisé. Oui. Est-ce que vous avez eu un retour de la part des médias qui vous donne aujourd'hui maintenant une note positive et le sentiment d'un travail bien fait? Ce qu'on a remarqué c'est qu'ils interrogent plus M. Asselineau sur les colleurs d'affiches que sur son programme. Voilà, c'est ça le problème. Du coup, ils nous ont expliqué pourquoi vous en êtes venus à coller des affiches. Donc ils pensaient que c'était une société ou je sais pas quoi. Puis on leur a expliqué que c'était que des militants.
et on leur a dit que si vous ne l'aviez pas censuré autant, on n'aurait pas eu besoin de coller autant d'affiches. Voilà, donc c'est en fonction de vous. Voilà. Merci Mimoun Ziani pour votre témoignage. Je vais donner la parole maintenant à notre second invité, Rémi Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des législatives, vous présentez les candidats et les candidates dans 577 circonscriptions, dont 15 outre-mer. Où on en est aujourd'hui, Rémi Renaud, sur ce sujet? Bonjour, bon bah déjà sachez que le Bureau national a déjà commencé les premières investitures et on est vraiment pas loin du but. Il nous manque seulement une quarantaine de candidats et candidates, donc surtout des femmes. Donc là je fais un appel aux adhérentes, parce qu'on n'investit que des adhérents qui sont encore motivés pour être candidates. Elles peuvent m'écrire à l'adresse qui devrait s'afficher sur l'écran, législative au pluriel, @upr.fr. Donc il faut savoir c'est qu'à l'UPR on va respecter la parité. Et comme on aura largement plus de 50 candidats qui feront plus de 1% à ces élections, on va avoir enfin accès au financement public. Et ça, c'est une belle leçon d'équité, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fera au niveau national environ 1,40 € par voix, par an et pendant 5 ans. Donc là, si vous regardez autour de vous, vous voyez ce qu'on arrive à faire sans financement public. Imaginez ce qu'on sera capable de faire quand l'UPR aura plusieurs millions d'euros. J'ai une autre question, Rémi Renaud m'a vous poser. Avez-vous été surpris vous-même par les engagements nombreux et spontanés que l'UPR a suscités ces derniers temps? Honnêtement, oui. Je ne pensais pas que cet objectif pourrait être atteignable, honnêtement. 1144 candidats et candidates, c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. Et en plus, on est assez fiers, c'est que c'est très représentatif de la société française. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les professions, tout type de profil, tous les âges, ça va de 18 ans jusqu'à 81 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très représentatif et donc c'est beaucoup plus démocratique. Et voilà. Merci beaucoup Rémi Renaud pour ce témoignage. Je m'adresse maintenant à Sylvain Gargasson. Sylvain, bonjour. Vous occupez de l'informatique de l'UPR. On sait que le site web de l'UPR est un des sites web politiques les plus visités en France. On le doit à vous, à votre équipe, j'imagine. Voilà l'humilité de monsieur Sylvain Gargasson. Je pense aussi et surtout qu'on le doit au contenu du site. Et moi j'ai une question à vous poser qui est toute simple. Comment vous organisez-vous pour diffuser les idées de l'UPR justement? Alors moi je suis arrivé à l'UPR en octobre 2011. Il y avait encore assez peu de choses qui étaient faites au niveau informatique. Du coup j'ai pris des responsabilités, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Donc je gère deux équipes, l'équipe informatique et l'équipe audiovisuelle. Donc dans l'équipe informatique, il y a Patrick Secarelli, Laurent Vuibert, John Marcou, Samuel Loras et je pourrais en citer encore plein d'autres qui font un travail exceptionnel. Je veux dire, vraiment ne croyez pas que c'est moi qui fais quoi que ce soit, je les pilote au mieux. Et dans l'équipe média, on a Luc, on a Nico, on a Rémi et puis on a Raphaël qui vous fait ces superbes vidéos, qui est aussi la voix du live. Et voilà, et c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Et je tiens à les remercier parce que c'est moi aujourd'hui qu'on met ici, mais c'est vraiment eux qu'il faut remercier. Ensuite, pour la diffusion, on essaye de prendre les médias les plus importants. Donc on a notre site internet, mais on a surtout YouTube et Facebook qu'on essaye d'alimenter beaucoup. Et puisqu'on a le site numéro 1, c'est notamment parce que les articles avant étaient mis en ligne sur Facebook, puis copiés sur le site. Tandis que maintenant, ils sont mis sur le site et Facebook nous renvoie les internautes. Donc forcément, du jour au lendemain, ça a beaucoup aidé. Et puis il y a le compteur d'adhérents. Le compteur d'adhérents, c'est une formidable idée. Les gens viennent tous les jours voir notre compteur d'adhérents. Combien il en a eu aujourd'hui? Il est en progression, il est toujours en constante progression. donc ça plaît pas mal. Du coup, Sylvain, petite question. Et il y a encore d'autres nouveautés qui vont arriver. Il y a l'application mobile et il y a d'autres nouveautés qui vont débarquer. Et par rapport justement à ces compteurs, comment vous expliquez-vous que certains partis politiques ne le font pas? Vous indiquez en temps réel le nombre d'adhérents et de cliqueurs sur votre site. Pourquoi les autres partis ne le font pas? C'est une question piège, c'est à eux qu'il faudrait demander. C'est vrai que généralement quand une idée est bonne, elle est reprise. Et là bizarrement, ça fait quand même quelques années qu'on a un compteur d'adhérents en temps réel. Et à ma connaissance, on est les seuls à avoir ça. Moi j'ai deux hypothèses. Hein. Ma première hypothèse, c'est qu'un compteur qui descend, c'est pas très vendeur. Ça c'est déjà ma première hypothèse.
Et informatiquement parlant, c'est beaucoup plus compliqué de devoir gérer un double compteur quand on a menti sur son nombre d'adhérents. Quand on annonce avoir 10 ou 15 000 adhérents ou qu'on en a 2000, c'est assez compliqué de mettre en place un compteur. Donc voilà, c'est ma réponse. Après, il faudra aller demander aux autres parties directement. J'ai compris sur cette question. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des équipes qui sont en Australie, si j'ai bien compris, des gens qui travaillent sur toute la planète là, pour le site web. Est-ce exact? Oui, on a une organisation qui se retrouve être assez décentralisée. Je pense notamment à John Marcoux dans l'équipe informatique, mais qui nous aide aussi sur l'audiovisuel à faire du montage, qui habite maintenant depuis 1 an en Australie. Dans l'équipe des graphistes, on a Thomas qui est au Canada. Donc l'UPR, c'est une aventure de groupe, mais c'est une aventure formidable. Le soir, avant de vous coucher, vous dites voilà, j'ai besoin de ça. Le lendemain matin, vous vous réveillez, pom, c'est fait. Ça veut dire qu'on dort jamais finalement, l'UPR. C'est que l'UPR ne dort jamais, quoi. Ça bosse tout le temps. Séverine Friol, je vais vous donner la parole, ainsi qu'à Jean-Baptiste Baron. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Vous êtes tous les deux délégués départementaux. Séverine Friol, vous travaillez en Isère, dans le département 38. Quant à vous, Jean-Baptiste Baron, vous êtes de Hauts-de-Seine. Je vais vous laisser vous présenter. Il y a du soutien, tant mieux. Quelles actions vous menez au sein du département au quotidien? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Séverine Friol, je suis déléguée départementale de l'Isère. J'ai 35 ans, issue d'une famille d'agriculteurs. Je suis ingénieure de formation et je travaille à EDF pour le parc de production hydraulique. Alors, nos actions militantes sur le terrain sont multiples. Alors bien sûr, l'incontournable collage d'affiches, les tractages, donc sur les marchés, à l'entrée des entreprises, des tables d'information. Nous intervenons également lors des conférences pour alimenter le débat, lors des échanges questions-réponses. Et nous réalisons des permanences régulières qui sont ouvertes à tous, donc à tous ceux qui souhaitent rencontrer des gens de l'UPR. Et donc nous réalisons aux 4 coins de l'Isère, donc les principales villes, donc Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne, et puis Villard-de-Lans. Donc Villard-de-Lans qui est une station de ski qui se trouve sur le plateau du Vercors. Et en fait, c'est vraiment la combinaison de toutes ces actions militantes qui ont apporté ses fruits. Donc par exemple, lors des tractages, à la vue du visage de François Asselineau sur les tracts, beaucoup de passants nous ont récité le texte qui figurait sur les affiches. Donc ce qui dit que cela suscite quand même la curiosité. Au moment des tables d'information, on a eu plusieurs personnes qui nous ont vraiment remerciés de leur avoir fait connaître un nouveau candidat et qui colle aussi à leurs idées. Merci Séverine. On va faire un petite visite cette fois-ci dans l'UPR Bas-Rhin avec un témoignage précieux qui nous est servi et on revient à vous après. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, bienvenue dans la ville française de Strasbourg, où se situent les institutions européennes. Derrière moi, le Parlement européen, un peu plus loin, le Conseil de l'Europe et un peu plus loin encore, la Cour européenne des droits de l'homme. J'en profite pour présenter à tous les adhérents qui ne connaissent pas le futur siège de l'UNESCO, une fois qu'on aura reçu le de droite ou de gauche, je me suis rendu compte que c'était toujours la même politique et que les choses allaient de moins en moins bien. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté les discours des hommes politiques, je n'ai pas eu de réponse. Et un jour, j'ai découvert l'UPR, l'Union populaire républicaine, de François Asselineau. Et là, j'ai eu des réponses. Là, j'ai compris. Par hasard, sur YouTube, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle François Asselineau et qui parlait de l'état de la France actuelle et que tout était strictement contraint par notre appartenance à l'Union européenne. Je suis ingénieur au CNRS et j'ai rejoint l'UPR. J'ai rejoint l'UPR à la suite d'un cauchemar dans lequel mon fils, 10 ans plus tard, venait et me disait « Mais papa, tu te rendais compte de ce qui se passait? Tu te rendais compte de ce qui se passait et tu n'as rien fait. Tu n'as même pas essayé. » Je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pris une grande respiration et j'ai décidé que ce rêve ne se réaliserait pas. Il a réussi à
à remobiliser tout un pays qui ne croyait plus en la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un tour de force. Donc merci pour tout ça. Je suis pianiste. Alors pourquoi suis-je rentré dans l'UPR? Je suis de plus en plus scandalisé de tout ce qui se passe et j'en ai parlé à, comme j'ai un élève privé, il m'a dit, bah écoute, ce que tu devrais faire, tu devrais demander à ta femme, puisque je suis non-voyant, de cliquer sur UPR, hein, et tu entendras les conférences de M. Asselineau. Et là, ça a été une révélation. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, merci pour ce témoignage poignant. Petite question encore, s'il vous plaît, Séverine et Jean-Baptiste. Bon, là, Séverine, ça vous concerne un peu plus particulièrement. Vous êtes en Isère, il y a des zones rurales. Comment est accueilli le discours de François Asselineau dans les zones rurales? Alors, si on regarde les adhésions en Isère, on peut estimer qu'on a autant d'adhésions en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, ce qui veut bien dire que le discours et les analyses de l'UPR ont autant d'impact sur l'ensemble du territoire de l'Isère. Que l'on soit en ville, en campagne, au fin fond de la vallée ou en montagne. Nous avons déjà beaucoup d'adhérents même dans les stations de ski. Et en fait, ce que je tiens à souligner, c'est que le plus important, c'est qu'on va bien au-delà du monde rural que le monde urbain. C'est qu'on a plusieurs générations représentées, de 18 à 87 ans, et tous les corps de métier représentés également. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vais vous demander maintenant, les démarcheurs, de me regarder, de venir vers moi. Les démarcheurs, vous avez fait un super travail. Je pense à David Guillaume, je pense à Laurence Olivier. Laurence Olivier et David Guillaume, vous avez une épopée, j'imagine, à nous raconter. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer, bien sûr, d'être concis. Comment s'est déroulée cette collecte de parrainage? Est-ce que cela vous a demandé un temps considérable et une énergie hors norme? David Guillaume, je vous écoute. Oui, bonjour. Tenez le micro. Ah, pardon, oui. La collecte des parrainages, effectivement. Vous m'avez reconnu? Et je suis pourtant incognito sans mon chien. Merci à vous. Merci à vous, j'étais pourtant incognito. J'aime beaucoup une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et quel accueil vous avez été réservé par les maires aujourd'hui, David Guillaume? Et cette phrase, on va dire, je la mets à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quand je me suis lancé, quand j'ai répondu à l'appel de François Asselineau lors de ses vœux de 2016, où il disait, où il faisait un appel aux démarcheurs en disant à ceux qui ont un ami maire, à ceux qui ont un père maire, à ceux qui ont une mère maire, un grand-père, vous l'avez tous entendu. Ben moi, j'avais rien de tout ça. Puis, dans ma profession, je suis profession libérale, je me suis dit, j'ai peut-être un maire ou deux, ou trois d'ailleurs, que je vais pouvoir contacter. Et je les ai contactés, mais malheureusement, ils ne m'ont pas parrainé. Et je me suis dit, bon, chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai des convictions. Je vais aller voir des maires. Je vais commencer par aller voir les maires autour de Saint-Lô. Puis je vais prendre mon chien parce que je voulais pas que le boulot repose sur Lucie, ma femme. Et je dis, je vais tout faire à pied. Et puis c'était en même temps un petit défi pour moi. Partir dans l'inconnu. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Effectivement, j'ai pris mon chien, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai commencé à me renseigner et à partir sur les routes de campagne. David Guillaume, excusez-moi, je me permets juste de vous couper. Je vous demande l'accueil que vous ont réservé les maires, les premières rencontres, comment elles se sont passées? Ah, oui, pardon, parce que sinon... Il faut convaincre, il faut persuader, et je pense que c'est un ouvrage très difficile. Ouais, l'accueil des maires a été formidable.
Enfin, on va dire formidable, oui. Il a été très bon. J'ai toujours eu lors de toute façon, quand les rendez-vous sont pris en général, les accueils par les maires sont toujours très bons. Voilà, sur à peu près 400 maires contactés, j'ai eu quelques raccrochages de téléphone, on m'a raccroché au nez. Mais sinon, globalement, un accueil toujours très satisfaisant. Sur les plus de 200 maires rencontrés, toujours un accueil très satisfaisant, sauf une fois où c'est parti au clash. Je veux bien donner de mon temps, je veux bien donner de mon énergie, mais j'ai horreur qu'on se foute de ma Merci beaucoup en tout cas. David Guillaume, une petite question, Laurence Olivier. Vous avez traversé la France éternelle en voiture. Vous avez certainement eu de belles anecdotes à nous raconter. Un des meilleurs souvenirs que vous gardez justement de ces parrainages? Oui, alors, en quelques mots. Ouais, alors juste en quelques mots, je voudrais quand même juste dire deux petites choses avant, puisque j'ai assuré la coordination de la recherche de parrainage depuis 16 mois. Je voulais quand même remercier la personne qui a permis tout ça, qui est Norbert, qui nous a tous indiqué comment faire. Et franchement, s'il n'avait pas été là, on serait peut-être un peu moins joyeux aujourd'hui. Je veux vraiment. Voilà, on exalte le bonheur, effectivement. Merci Laurence Olivier. Merci à vous pour vos témoignages respectueux. Vous aviez encore un petit mot à ajouter. Je vous écoute, Laurence. Un tout petit peu. Non, en fait, je voulais surtout répondre à une journaliste que l'on a entendue en début de semaine après la candidature de François Asselineau et qui se demandait comment, un coup de baguette magique, François Asselineau avait pu avoir ses parrainages. Donc, en tout cas, on peut lui confirmer que ça ne se passe pas avec un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de militants, tous autant méritants les uns que les autres, qu'ils aient fait 1, 2, 5, 100 signatures. Tous des gens formidables, qui ont rencontré des maires formidables, qui ont osé parrainer, des maires qui sont libres dans leur esprit. Et voilà, c'est vrai, j'avais pas mal d'anecdotes, j'aurais des anecdotes, mais bon, on n'a pas le temps. Et c'était une expérience exceptionnelle pour moi. Et merci beaucoup. Beaucoup Laurence Olivier, de votre témoignage. Je vous remercie toutes et toutes pour cette table ronde. Il va y avoir d'autres tables rondes. Chers amis, je vous invite à nous rester. On va lancer une petite capsule sur l'UPR, cette fois-ci dans la Vienne. Je vous en prie. L'UPR fête ses 10 ans. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour mettre fin à la dictature des traités de l'Union européenne. En 2005, le peuple n'a pas été entendu. En 2017, il le sera enfin. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour mettre fin à la marchandisation de l'école, voulue par l'Union européenne, pour donner aux générations futures une vraie culture humaniste et leur permettre de choisir leur avenir, en toute confiance. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour sa ligne patriote et d'union nationale qui ne tombe pas dans le piège de l'identitarisme. Dans ce moment crucial où la France est en danger, il est indispensable de rassembler toutes les forces vives du pays. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour faire sortir la France de l'Union européenne, pour que les Français retrouvent confiance dans leurs institutions et pour que le peuple français retrouve son droit à l'autodétermination et à choisir son propre futur. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour des raisons patriotiques, parce que je ne supporte plus d'être sous la tutelle américaine dans mon pays. Et j'ai adhéré à l'UPR également pour des raisons écologistes, parce que je ne supporte pas la marchandisation de la nature. Et comme M. François Asselineau a évoqué la permaculture et puis également les médecines naturelles, il est très ouvert aux médecines naturelles, je pense qu'il est temps aussi de changer de paradigme et d'imaginer un autre monde, un autre système moins prédateur que celui qui existe actuellement. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Enfin un politicien honnête. Enfin un politicien compétent. Enfin un politicien qui respecte l'intelligence du peuple. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Grâce aux conférences de François Asselineau, j'ai ouvert les yeux sur les problématiques et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Les analyses qui sont développées sont précises et s'appuient sur des faits trop longtemps cachés. Faisons éclater la vérité. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour montrer ma solidarité à ce parti politique dans lequel je me suis trouvé des valeurs et une éthique commune. Oui, j'ai adhéré à l'UPR parce que je crois en M. Asselineau pour faire bouger la France. Il propose un programme concret, réalisable, qui défend les intérêts de la France et des citoyens. Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'UPR pour que la France sorte unilatéralement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pour qu'elle retrouve enfin sa liberté et sa démocratie. Pour que vive la France, libre dans l'honneur et l'indépendance. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour son discours. Car en effet, toute vérité passe systématiquement par 3 étapes. Tout d'abord, elle est raillée.
Ensuite, elle subit une forte opposition pour enfin devenir une évidence. Tâchons d'en faire une évidence le plus vite possible. Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'Union populaire républicaine car j'ai pris conscience à travers toutes les vidéos sur YouTube qu'il y a une réelle volonté de la part de l'Union européenne de détruire notre économie et notre héritage citoyen. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour que la France retrouve sa souveraineté. Merci à François Asselineau de m'avoir éclairé sur les remèdes à apporter aux maux dont souffre notre pays. Oui, j'ai adhéré à l'UPR qui est le seul parti en qui j'ai confiance. Si nous sortons de la tutelle européenne et états-unienne, nous recouvrerons notre liberté, notre autonomie économique, notre monnaie, le franc des Français, notre culture et l'indépendance de notre défense. L'UPR rendra sa place à la France, lui redonnera sa prospérité et un avenir dans la dignité. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Dans ma famille, les gens ne sont pas particulièrement politisés. Et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique. Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays, donc un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens, donc parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures. Un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qu'il y avait des guerres même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient, et qu'au final, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'étais effectivement très souvent très en colère à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos du déni de démocratie, suite à l'annulation du référendum, la politique étrangère américaine et européenne. Et en découvrant l'UPR, eh bien, j'ai pu passer de la critique en fait stérile finalement à l'action. Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens. Et je n'ai pas oublié d'où je viens. Je considérais que d'être de gauche allait de soi. Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes politiques, toutes les organisations humaines, à voter de temps en temps, mais de façon plutôt laxiste, en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre ni de la gauche ni de la droite au final, que l'alternance ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales. Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre. Avant de rencontrer l'UPR, je ne m'étais jamais engagé. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller. J'ai vu une conférence de François Asselineau et j'ai été vraiment très heureuse parce que j'avais réussi à trouver en fait du sens. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas? J'ai adhéré dans la journée en fait à l'UPR. Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, finalement c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle et que j'avais vu l'image générale du puzzle. Ça permet vraiment de faire tomber cette barrière droite-gauche et de comprendre qu'on a tous le même combat en fait. À l'UPR, on chérit la culture française mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur. On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé. Moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société et que celle qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans.
le 25 mars 2017. Le vrai du Faux. L'Europe, c'est plus de démocratie. Faux. L'Union européenne ignore les résultats des référendums et poursuit sa course au profit à tout prix. Le Frexit, vite. Allez, retour sur notre table ronde numéro 2. Je vais accueillir, s'il vous plaît, dans l'ordre, Adrien Riondé, directeur de campagne de François Asselineau. S'il veut bien me rejoindre. Charles-Henri Gallois, responsable UPR pour les questions économiques, aussi que j'invite à rejoindre la tribune. Guillaume Serrano, secrétaire général de l'UPR. Monsieur Lubrina, qui est venu me voir tout à l'heure. Monsieur Doré aussi, bien sûr. Comment allez-vous? Je vous en prie, installez-vous. Mettez-vous là. Monsieur Brousseau, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Monsieur Serrano, je vous en prie, installez-vous. On attend Adrien Riondé, bien sûr, sur la scène. Bienvenue, vous nous avez rejoint. Charles-Henri Gallois, vous êtes responsable de l'économie au sein de l'UPR. Alors, votre fonction au sein de l'UPR, vous êtes, je crois, aussi un ancien diplômé de l'école EM Lyon. Exactement, oui. Voilà, vous êtes un financier, vous êtes aussi dans une grande entreprise. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, moi. C'est le regard que vous portez en quelques phrases sur la politique économique menée depuis des années par nos dirigeants. Petite question, hein. Alors le regard forcément va être très critique puisque on sait que grosso modo depuis une vingtaine d'années, on a les conséquences éminentes de l'euro dont on annonçait qu'il allait faire plus de croissance, plus d'emplois, bla 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 bla. Et la réalité en fait c'est que depuis 20 ans, alors l'euro, il y a eu tout d'abord la politique du franc fort pour préparer l'euro et ensuite l'euro. Et des politiques dites de convergence économique. Et tout simplement, ça a été une catastrophe et on a vu que ça a apporté le contraire, c'est-à-dire qu'on a forcé des peuples, notamment les pays du Sud, à appliquer une austérité qui ne convient pas à leur mode de vie, leur culture et leur structure économique. Et ça va de mal en pire et c'est la même chose en France. Et de toute façon, on a déjà publié sur notre site internet le fameux rapport des grandes orientations de politique économique et on sait que si François Asselineau n'est pas élu, que c'est ce qui va être appliqué et c'est dans la droite ligne de ce qui a été fait ces 20 dernières années. C'est une vision assez triste et très très pessimiste. Non, parce que justement, on compte bien. Et c'est ce qu'on va justement contrer très bien. L'autre question que j'ai à vous poser, donc on a parlé évidemment d'une France qui doit se réveiller en termes de politique économique. Pouvez-vous aussi nous donner un argument contre ceux qui pensent justement que la France n'a pas sa suprématie et n'a pas une économie viable à travers le monde si demain elle devient indépendante et si elle s'isole entre guillemets? Alors c'est l'argument traditionnel qu'on entend, la France sort de l'Union Européenne, elle devient la Corée du Nord. Bon, alors ça c'est malheureusement assez répandu et je vais avoir une petite dimension un petit peu politique à ce sujet-là. C'est que les partis dits souverainistes ainsi que les européistes ont tous les deux une responsabilité à cela, puisque en proposant constamment une autre Europe, ça maintient les Français dans l'idée que la France seule ne pourrait rien. Et le message qu'on doit faire passer, c'est que la France, ça reste quand même la 5e ou 6e puissance économique du monde. Et si la France seule ne peut rien faire, que font les 170 pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui sont seuls? Mon message, c'est n'ayez pas peur. Merci pour votre témoignage, Charles-Henri Gallois. Alors, Vincent, bonjour.
Vous êtes avec nous, vous êtes responsable économique sur la question monétaire et sur les questions de l'euro, je le rappelle. Vous avez servi à la BCE durant 15 ans. Vous êtes un germanophone accompli, mais vous êtes rendu compte, vous avez même fait, j'ai envie de dire, le grand écart, puisque de la BCE, vous avez rejoint les rangs de l'UPR en 2014. Parlez-nous de cette expérience à la BCE et pourquoi justement ce choix aujourd'hui d'être à l'UPR. En fait, j'ai commencé à glisser quand j'ai compris qu'il n'y avait pas un peuple européen et que par conséquent il ne pouvait pas non plus y avoir un État-nation européen, que ça n'avait aucun sens. Ça m'a mis progressivement mal à l'aise avec ce qui avait été mon credo jusque-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du dogme européiste pour finir par me retrouver dans son exact contraire, qui était en fait l'affirmation de la souveraineté de l'État-nation France. Et alors, de ce point de vue-là, l'euro était simplement une sorte d'obstacle technique, puisque l'appartenance de la France à l'euro est une limitation de souveraineté, comme l'est aussi l'appartenance de la France à l'Union européenne ou à l'OTAN. En ce qui concerne l'euro, je ne suis pas devenu anti-euro du fait que l'euro aurait eu des défauts techniques, mais simplement du fait qu'il bridait et à terme condamnait l'indépendance de décision de notre pays. Mais évidemment, le fait que l'euro ait des défauts techniques, de mon nouveau point de vue, c'est une bonne chose, parce que ça le rend plus facile à démonter qu'on ne le croit généralement. Et donc, cette faiblesse technique de construction de l'euro est quelque chose que je salue. J'aurais été beaucoup plus embêté si l'euro avait été fabriqué d'une manière insécable, ce qui n'est pas le cas. Petite question aussi, Monsieur Brousseau. Est-ce que, au sein de la BCE, vous teniez ce discours avec plusieurs de vos collègues ou vous étiez un peu muselé sur cette question justement de l'euro? On n'est pas exactement muselé, mais bon, d'abord, les Français ne sont pas tellement représentés dans l'institution. Voilà déjà une première chose. Et ensuite, les gens qui travaillent dans l'institution n'ont pas en général des opinions politiques très tranchées, très affirmées. Donc, ils vont afficher un européisme de bonne aloi parce que, n'est-ce pas, le contexte le veut, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est même pas sincère. Ils s'en fichent en réalité. Je ne pourrais pas citer un seul nom de quelqu'un qui aurait été heurté dans son patriotisme par l'appartenance de son pays à la BCE, à part moi-même. C'est dommage. C'est dommage, mais vous l'êtes au moins. Vincent Brousseau, merci. On vous a préparé une petite surprise, Monsieur Brousseau. Regardez, ça va partir. C'est du petite pastille, c'est en direct du Luxembourg et ça parle de BCE. Excusez-moi? L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, je m'appelle Fatou et je soutiens Monsieur Asselineau pour que l'avenir des Français soit plus beau et que la France entretienne des rapports plus équitables avec l'Afrique. Vive l'UPR! Chers amis de l'UPR, j'espère qu'en ce 25 mars 2017, nous sommes nombreux à nous rassembler autour de ce parti qui a 10 ans aujourd'hui et qui va nous unir pour quelque temps, et j'espère pour très longtemps, autour de la reconstruction de notre pays pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je travaille pour une grande banque française au Luxembourg et vis au Luxembourg et pas en Moselle. Je voudrais témoigner. D'abord, je voudrais vous dire qu'on peut être banquier au Luxembourg et être adhérent de l'UPR. Je me suis amusé à rechercher quelques autres dates importantes dans notre histoire liées au 25 mars. Et il y en a une à laquelle je suis sûr que vous n'avez pas pensé, Monsieur Asselineau. Le Christ Jésus est né le 25 décembre. Et savez-vous ce que dans la tradition chrétienne le 25 mars est? C'est l'Annonciation. Et oui. Et j'espère que ce 25 mars 2017 va être l'annonciation d'un projet politique de reconstruction nationale pour notre pays, autour de vous et de vos idées, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Je voudrais témoigner aujourd'hui en vous montrant le cœur des institutions européennes au Luxembourg. Ici, vous avez le bâtiment Jean Monnet, le bâtiment de la Commission européenne, qui est complètement vide.
car en cours de désamiantage. Ici, vous avez les tours de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est en fait la Cour de justice devant laquelle sera traduite Mélenchon si par malheur il est élu. Et enfin, derrière, vous avez le bâtiment de la Banque européenne d'investissement. On ne peut pas voir tous les bâtiments d'ici, mais c'est un très gros quartier qui s'appelle le Kirchberg. Je pense que pour la première fois, moi, j'ai reconnu en François Asselineau et dans les idées de l'UPR qu'il développe la pleine compréhension des phénomènes qui nous conduisent à la paupérisation. Et donc, ma confiance et mon vote iront à François Asselineau sans aucun problème. La grande artère du Kirchberg, symboliquement, devinez comment elle a été appelée, avenue John Fitzgerald Kennedy. Et au bout de l'avenue, on tombe sur le rond-point Robert Schuman, tout un symbole. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir très brièvement ce quartier très intéressant qui, j'espère, comme vous, deviendra un musée dans peu de temps ou un parc d'attractions. Et votez Asselineau, et vive l'UPR. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, ça rappelle des bons souvenirs à certains, n'est-ce pas, Monsieur Brousseau? Malheureusement, vous n'avez pas l'écran, mais vous aviez toute la partie auditive. Je demande maintenant à Guillaume Serrano de prendre la parole. Rapidement, Guillaume Serrano, bonjour, vous êtes secrétaire général à l'UPR. Alors, pour certains militants, cette fonction est un peu floue. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous raconter votre actions et votre quotidien? Alors, tout d'abord, je souhaiterais dire que l'UPR est un parti politique, mais sur le plan juridique, c'est une association. Et comme toute association, il y a un président, un secrétaire et un trésorier. Alors, le rôle de chacun est fixé librement, mais il est vrai que le secrétaire, habituellement, exerce des fonctions essentiellement administratives. Alors, selon les statuts de l'UPR, le secrétaire général est nommé directement par le président, il est placé sous son autorité, donc il est membre de plein droit du Bureau national, et il assure le fonctionnement quotidien du mouvement. Donc moi, en fait, dans le cadre de l'UPR, j'exerce essentiellement des fonctions administratives, mais également financières, ainsi que des fonctions telles que la coordination, l'organisation et la structuration du mouvement sur le plan national. Parce que sur le plan territorial, c'est plutôt Nicolas Martin, mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur les délégations, qui est en charge de cette partie-là. Sinon, pour être concret, ce que je fais au quotidien, par exemple, je m'occupe du recrutement et de la gestion du personnel, des contrats de travail, donc un petit peu comme pourrait faire un DRH dans une entreprise. Je prépare chaque année le budget qui est voté par le Conseil national, qui est l'instance qui réunit tous les cadres du mouvement. Je m'occupe de la validation des comptes du parti, puisque les comptes de l'UPR, comme tout parti politique, sont certifiés par 2 cabinets de commissariat aux comptes. Puis je prépare aussi donc les réunions du Bureau national qui se réunit, je rédige donc les procès-verbaux, je prépare aussi le congrès, donc le prochain congrès qui a priori devrait se tenir après les législatives, qui, comme tous les 3 ans, élit le nouveau président, le Bureau national et modifie les statuts. Et puis également, d'autres missions que j'exerce au quotidien, ça peut être la coordination de grands projets, tels que les élections. Par exemple, en 2015, j'avais coordonné les élections départementales et régionales. Et puis en ce moment, je travaille essentiellement sur les législatives pour la préparation, avec Rémi Renaud. Avec Rémi Renaud, qu'on a vu tout à l'heure à la première conférence. Tout à fait. Et puis après, bon, je suis aussi en charge de respecter les obligations réglementaires. En principe, je suis normalement le garant des statuts et du règlement intérieur de l'UPR, et puis également tout ce qui est obligations comptables ou juridiques, parce que vous savez que nous sommes contrôlés par la CNCP, donc notamment à ce titre, je prépare les reçus fiscaux que reçoivent les adhérents chaque année. Mais donc en fait, il est vrai que c'est plutôt un travail de l'ombre, dont on ne voit pas concrètement le résultat. On a grand besoin. Voilà, mais effectivement, je pense de façon modeste que c'était une fonction qui est indispensable pour le fonctionnement régulier du mouvement. Merci beaucoup, Monsieur Serrano. On va donner la parole à Adrien Riaudet qui nous a rejoint. Je vous laisse prendre le micro. Adrien Riaudet, bonjour. Directeur dans la campagne de l'UPR. On vous a vu, bien sûr, le 14 mars. Vous avez fait les mines de Paris. Vous êtes... j'allais dire diplômé des mines de Paris, oui, et surtout maintenant directeur de la campagne. Pourquoi le choix d'avoir rompu avec l'entreprise et d'avoir adhéré à l'UPR, qui était un parti à l'époque peu connu, peu médiatisé, donc avec des risques à prendre et un courage certainement sans faille à avoir? Oui, je pense qu'en fait, il
Il y a eu quelques nuits blanches où je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je pense qu'on est dans un moment historique. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas louper. Et je pense que la vraie cause qu'il faut défendre, c'est maintenant. Donc. Depuis la validation du Conseil constitutionnel, la campagne a pris un essor considérable. Vous avez obtenu les 500 parrainages. Entre nous, il y avait de la surprise ou il y avait une véritable prémonition là-dessus, sur ces 500 signatures? Alors, vécu de l'intérieur, ça n'a pas du tout été facile. Quand le premier vendredi, le Conseil constitutionnel a mis 0, l'ambiance dans l'équipe de campagne était vraiment difficile. Faut remotiver les troupes, là. Hein. Ouais, c'était dur. On n'était pas sûr de les avoir jusqu'au bout. Il a fallu chercher. Il y a eu en plus, on travaille les samedis et dimanches. Moi, j'ai pas de congé, donc enfin, j'ai pas de congé. Je fais ça plus qu'à temps plein. Comme tous les militants, je pense ici. Hein. Oui, voilà. Et puis donc, il y a eu le lundi, et puis il y a eu le mardi. Et puis le mardi, il y a eu les 480 affichés, donc là ça a été l'explosion. Et tout de suite, il a fallu préparer la conférence de presse du vendredi. On a eu 2 jours pour la préparer. Les nuits ont été courtes, enfin voilà, mais je pense qu'on y est là. On est content. Merci Adrien Riondet. Dernière petite question. Comment s'annoncent les prochaines semaines pour vous et pour le QG? J'ai pas entendu. Comment s'annoncent les prochaines semaines? Alors moins d'un mois maintenant. Les semaines ne se ressemblent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que les journées sont très chargées. Je me couche généralement vers 2-3 heures du matin. Je dors sur place. Je me lève vers 8 heures. S'il n'y a pas une matinale, des fois il y a une matinale pour François Asselineau. Donc là, on se lève plutôt vers 6h30, 7h pour être en bas de chez lui à temps. Voilà, ça fait des grosses journées. Donc ça se ressemble. Et puis après, il y a ce qui ne se ressemble pas. C'est-à-dire que tous les jours, il faut gérer les urgences. Il y a des délais sur lesquels on ne peut pas louper, notamment la livraison de la profession de foi, la livraison de la fiche officielle. Il faut que ça parte chez l'imprimeur. Il faut qu'on aille dans les commissions pour faire valider ce matériel-là. Donc voilà, ça c'est un peu les urgences qui font que les journées, d'une journée sur l'autre, on ne sait pas trop à quoi on va être mangé. Et une petite anecdote, enfin pas une anecdote, les prochains meetings, est-ce qu'on peut en parler? Je sais qu'on aura peut-être des déplacements en province à faire. Oui, alors ça va commencer, si je ne me trompe pas, la semaine du 3-4. Donc on va commencer avec Montpellier. On va avoir Montpellier, Toulouse, Bordeaux cette semaine-là. On vous entend, vous êtes par là. Hein. Voilà, on va avoir Nancy, Lyon, Marseille. Voilà, donc c'est prévu, ça va être en place. Et puis on compte bien sûr sur les militants pour vraiment amener du monde à l'image de cette journée. Vu d'ici, c'est impressionnant. Hein. Pour ceux qui ont connu l'UPR au début, c'est vraiment impressionnant. Hein. Eh bien, on est impressionnés. On a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille, de Massilia et du Soleil. On va faire un petit tour dans les dom-toms si vous voulez bien, puisqu'on a conçu une petite pastille là qu'on va regarder ensemble. On va la lancer si vous le voulez bien. L'UPR fête ses 10 ans. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dubois, je suis le délégué départemental de l'UPR pour la Martinique. Je ne m'intéressais pas à la politique parce que je n'avais pas l'impression que ces personnes-là étaient là forcément pour nous servir. L'engagement que je prends aujourd'hui à l'UPR, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui me motive. J'ai vraiment envie d'accomplir une mission, on va dire, essayer de vraiment participer à ce grand mouvement de libération nationale. Merci François Asselineau. Vous avez redonné de l'espoir à beaucoup de gens, dont moi. J'admire le fait que vous soyez le seul homme politique qui parle à l'intelligence des gens et qui ne flatte pas les bas instincts de violence, de colère et de rejet, mais au contraire, qui amène des choses qui nous permettent de voir l'avenir de manière constructive et réelle. Et j'espère qu'ensemble, on arrivera à sortir de l'Union européenne dans les meilleures conditions possibles, sans se fâcher avec personne, et qu'on arrivera à construire un avenir meilleur pour la France et la Martinique. C'est la première fois que j'adhère à un parti politique, donc première fois que j'adhère, c'est pour l'UPR, et j'en suis très heureuse. C'est vrai que jusque-là, je n'avais pas l'envie. Je n'étais pas du tout convaincue non plus. Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un discours de vérité,
en regardant les conférences de François Asselineau. Dans ce contexte qui n'est pas facile, je pense qu'il est fondamental qu'on s'engage, qu'on s'unisse. J'espère que l'UPR va se distinguer au cours de ces prochaines élections et que nous allons nous faire entendre et faire entendre surtout la voix de M. Asselineau, qui est quelqu'un de très honnête, qui a des valeurs que j'apprécie beaucoup. Je souhaite un très joyeux anniversaire à l'UPR et bravo pour toutes ces années de militantisme, de combat. On est là, on ne lâchera pas et encore un très joyeux anniversaire. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017.